aussi membre de LinkedIn Bordeaux, je l'ai dit à l'introduction de cet entretien. Comment ça va pour LinkedIn à Bordeaux? Alors, la vérité que je suis la fondatrice et la leader régionale de Ligne Bordeaux. C'est un réseau que j'ai créé il y a 5 ans. On va célébrer à décembre, 5 ans d'existence de réseau. Bravo, c'est beaucoup déjà 5 ans d'âge hein, Oui, pour une organisation. tout à fait. Après, voilà, je suis très fière parce qu'en tant que Brésilienne, étrangère en France, c'était un challenge aussi pour moi. Je suis arrivée, mon français il était assez limité. J'ai créé le réseau parce que j'ai pas trouvé en fait le cercle. Euh, pour qui ne connaît pas, Lénine Bordeaux est affilié au mouvement mondial Lénine, créé par Sheryl Sandberg. C'est un livre, Lénine, Human Work and the Will to Lead. Le titre en français, c'est En avant toutes les femmes, le travail, le pouvoir. Ce livre-là, après la lecture, Sheryl t'invite à chercher un cercle ou à créer un cercle dans ta ville. Moi, j'ai créé mon cercle à Bordeaux à la fin 2015. Et c'est devenu un réseau en fait depuis 2 ou 3 ans. On a plus de 300 membres, on a 10 cercles actifs. Nous organisons des conférences, des débats. L'objectif, c'est combattre les inégalités en fait, par rapport aux genres, mais aussi donner aux femmes des outils pour pouvoir avancer dans leurs ambitions. Donc, normalement, sur leur carrière, on parle beaucoup aussi de personnel, parce que ça touche toujours la confiance en soi, comment on fait pour avancer. Et en revenant sur ta question, actuellement, avec le Covid, en fait, depuis mars, nous avons mis en ligne toutes les rencontres. Tu vois, on fait virtuellement la plupart. Il y a des petits groupes qui se sont rencontrés pendant l'été parce que ça a réouvert. Par contre, ça a touché aussi beaucoup le réseau. C'est un réseau féminin. J'ai bien rendu compte la charge de travail qui est tripliquée chez les femmes par rapport à l'équilibre travail, maison, ménage, les enfants, l'éducation. Donc tout ensemble d'un coup où chez les parents où c'était partage des charges n'était pas vraiment existante, ça est devenu encore plus problématique. Donc là, il y a des cercles qui sont mis en pause un petit peu, tu vois, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les rencontres pour la charge de travail. Et à Bordeaux, à niveau aussi dans la région, je sais qu'on a eu pas mal de problèmes parce qu'on a un foyer de protection à Bordeaux qui a au moins 800 femmes en protection. Et ça, c'est beaucoup, si on pense. Ça augmente le niveau aussi de violence conjugales. Donc là, ils ont mis en place pendant le confinement, c'était immédiat. De toute façon, la région a réagi super vite. Ils ont mis partout des possibilités de faire appel à l'aide, de dénoncer. C'était super réactif, mais par contre, c'est compliqué. Ça a augmenté, c'est devenu plus parce que si tu cohabites avec la personne et qu'il y a une violence, ça devient aussi psychologiquement, voilà, s'il y a des enfants au milieu, c'est une charge mentale assez difficile à garder et à réagir. Donc j'essaie vraiment d'observer avec Lénine Bordeaux, nous cherchons qu'est-ce que nous pouvons faire là prochainement pour pouvoir amener aussi cette ouverture à la conversation. Bon, beaucoup de choses qu'on fait, c'est d'ouvrir la conversation sur les tabous. Après, les petits cercles qui s'accompagnent, on essaie de vraiment maintenir ce côté de support par les pairs, parce que rester seul, en fait, c'est pire. Si on a une communauté qui s'entraide et qui est là pour toi, c'est beaucoup plus souple pour chercher des innovations, des idées, des avancements dans ta carrière.
voilà, c'est un moment qu'il y a pas mal de gens qui ont perdu le travail, c'est dans la culture surtout. Ça touche pas mal de secteurs. Donc, comment on peut ensemble créer une cohésion d'idées, d'entraide véritable, avancée autour d'un... C'est une espèce de mastermind en fait. Donc, les petits cercles se rencontrent chaque mois, vont faire des suivis sur leur projet. Il y a la juste cause aussi de chaque cercle. Voilà, on est là pourquoi. Donc, mais c'est pour aussi chaque projet individuel. Et c'est là qu'on va créer cette cohésion entre les cercles, le réseau. Et nous, on est là pour donner le support. Mais c'est un moment atypique, mais je suis fière aussi de la résilience de toutes ces femmes. Je pense que l'entraide a augmenté encore plus la solidarité dans ces moments. Au mois de mars, immédiatement, nous avons mis en place une initiative ensemble avec l'Union de Savoie et l'Union France. C'était en cohésion de tous les trois réseaux pour créer des conférences, workshops gratuits. On a fait appel à nos propres réseaux pour avoir des facilitatrices avec cette expertise. Elles ont offert leur expertise. On a eu des hommes aussi. Et on a organisé des rencontres pour les aider par rapport à la situation actuelle. Voilà, c'était autour de la confiance en soi, séances de coaching, des choses pour booster sur la recherche, sur leur CV, ou aussi la négociation, etc. Donc, très, très, très beau travail. On le voit, beaucoup d'effervescence. Hein. Ça bouge au sein de l'ININ Bordeaux. Une fois de plus, bravo, Daniela. Merci. On va revenir à votre rôle de consultante en ressources humaines, Daniela. Quels sont les biais que vous observez dans le monde du travail en ce qui a trait au genre? Pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, ça... bon, déjà, quelques-uns, j'imagine qu'il y en a beaucoup. J'ai fait quelques lectures là-dessus. Oui, oui. Quels sont les biais les plus, disons, les plus courants que vous observez dans le milieu du travail, chez les entreprises ou auprès des entreprises avec qui vous travaillez? Bon, ils sont beaucoup en fait. C'est même difficile de où est-ce que je commence. Mais je pense que ça dépend aussi de la situation de chaque femme, de où elles sont. Mais une chose qui se passe souvent, c'est quand les femmes entrent en congé, maternité, et les promotions qui pour elles étaient prévues, elles n'arrivent plus en fait parce que les décisions sont prises pour eux dans son absence. Et les biais derrière, c'est que elle vient d'avoir un enfant, elle va pas être, voilà, ça va être difficile pour elle. Tu vois, tu n'es pas là pour te défendre. Mais souvent, la propre femme, elle a créé cette croyance aussi qu'elle ne peut pas en fait. Et ça, c'est par rapport au système de l'entreprise, parce qu'elles n'ont pas créé un système de flexibilité, d'adaptabilité non plus, ou qu'il y a non plus un programme pour les pères, tu vois, impliquer aussi les pères, avoir aussi le congé. Là, en France, c'est intéressant parce qu'il vient de sortir ça. Je pense que ça va être mis en place vraiment officiellement l'année prochaine. Mais ils ont augmenté le congé paternité, en fait, à 28 jours. Donc ça, c'est génial parce que ça va créer un peu plus d'engagement de la côté du père qui va pouvoir aussi voir son enfant plus longtemps et s'engager plus sur cette démarche. Donc là, ça crée plus d'égalité dans l'approche. Mais il faut que l'entreprise s'engage sur la flexibilité et tout ça. Et que les femmes se sentent aussi à l'aise pour dire non, je peux prendre cette promotion et je le veux faire. Après, voilà, chacun a ses envies aussi, ça peut être différent. Mais le biais plus courant, c'est ça, derrière la maternité. Et quand elles rentrent aussi, normalement la femme elle a un décalage aussi dans son rôle, elle va diminuer plutôt qu'avancer. Et chez l'homme, c'est le contraire, il va avoir des promotions, des augmentations de salaire parce qu'il a la famille en charge, c'est la mentalité. Et qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça, parce que souvent, tous les deux travaillent. Et des biais
d'affinité, de conformité. C'est comme on parle, on donne la promotion à qui est similaire à nous. Oui, Tu tout à fait. vois, donc là, c'est pour ça que ça se passe aussi. Les biais sont inconscients. Plutôt, je veux donner en promotion à un homme qu'à une femme. Ça se passe aussi que la femme donne une promotion à un homme plutôt qu'une femme. Pourquoi? Parce que lorsque le dominant il est présent, elle se comporte comme celui autour d'elle. C'est, la représentation n'est pas au moins trois autour d'elle. OK. Donc ça devient aussi des décisions, ça revient sur l'intégration, tu vois. Quand on a manque de représentance, ça crée ces biais aussi chez la personne qui souffre le biais. Voilà. Quelques Wow. exemples. Hein. Quelques exemples. OK. Quelles sont les pistes de solution à ces biais-là, Daniela, d'après vous? Qu'est-ce que vous suggérez aux entreprises? D'amener la conversation autour de ça, être confortable avec ce qui dérange. C'est ouvert à cette ouverture de paroles aussi, ouvert à la curiosité vers l'autre. Créer des espaces sûrs pour les personnes qui sont qui souffrent ces biais derrière. Amener la formation sur le bien conscient, c'est très important, mais l'application aussi du jour à jour. Parce qu'un jour, un cours de bien conscient d'une 12 heures, c'est intéressant, mais il faut appliquer, il faut faire un appel à l'action continuellement et en parler, y être ouvert, créer la cohésion des conversations, par exemple, créer des cercles ou des groupes au sein de l'entreprise aussi, juste pour parler, pour amener des solutions ensemble autour de ces problématiques ou non. Et voilà, commençons à voir les différences comme des bonnes choses, comme des choses qui amènent de l'innovation plutôt, la différence, c'est la minorité. Tu vois, la catégorie, elle était déjà dite minoritaire, mais c'est le contraire. Moi, je vois comme des super pouvoirs qu'on a. Chaque différence, elle a sa particularité, c'est unique en fait. Qu'est-ce que je peux apporter si vous me laissez le faire. Donc, alors, ce qui bloque souvent, c'est la peur aussi du jugement. Donc, il faut travailler beaucoup chez l'entreprise, le changement de culture au sein de l'entreprise. Changer complètement la culture, c'est très important. Là, on a l'index en France depuis un an et demi, où les entreprises sont obligées à partager l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Par contre, les données ne vont servir à rien si on ne crée pas de démarches vraiment d'égalité, d'inclusion. Donc, mettons en place des vraiment changements de culture où nous allons vraiment créer une cohésion, distribution aussi des prises de décisions. Voilà, avec le Covid, ça a démontré que le pyramidal, c'est obsolète en fait en tant que structure. À distance, tu ne vois pas tes employés, donc tu n'as plus cette impression de les contrôler, déjà, parce que je voyais comme une impression plutôt. Cet besoin de contrôle, il ne va pas être utile pour le leader, pour les entreprises. Donc, créons une cohésion des collaborations, le collectif, la confiance dans l'autre, mais pour le faire, il faut vraiment que les gens se sentent écoutés, en fait. Et là, en travaillant toujours la culture de feedback est très, très important. Voilà, vous avez fait allusion à cette crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant, Daniela. Et je lisais une étude, un rapport de LinkedIn, justement, qui affirme que les femmes appartenant à des minorités visibles
sont beaucoup plus touchés par cette crise sanitaire que les autres. Est-ce que vous l'avez constaté vous aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Bah, moi, en tant que consultante en changement de carrière, j'ai eu pas mal aussi des femmes qui m'ont contacté pour changer leur carrière lors du Covid. Voilà, Ok. de confinement aussi. Bon, bah, il faut que je fasse une reconversion, même chez mon réseau ou dehors de mon réseau. J'ai constaté que vraiment la vie dit moi je peux pas tout faire, c'est pas possible, c'est trop de charges. Bah, ils sont plus susceptibles à quitter le poste, vraiment bah, à vouloir changer de carrière parce que voilà, la société, le système n'est pas prêt à gérer ça. La flexibilité encore, Ouais. on revient. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une solution? Quelles sont les solutions que ces femmes ont devant elles? Quelles sont les possibilités pour elles? Bah déjà, elles ont besoin d'aide de changement. Bah, si tu travailles chez une entreprise, l'entreprise doit s'impliquer aussi, être compréhensible et créer des solutions pour qu'ils puissent, voilà, là, avec le Covid, la flexibilité d'horaire, de ne pas mettre des réunions dans des horaires où il doit faire l'éducation de l'enfant. Tu vas vraiment demander à tes employés comment ça se passe chez eux. Donc la première chose que j'étais étonnée, c'est le manque d'un petit questionnaire pour demander comment ça se passe chez vous. Ok. Avant qu'on prenne des décisions, qu'on crée des réunions, qu'on crée des projets qui sont pas réalistes avec la réalité des gens. Donc, s'intéresser comment ça se passe, comment on va s'organiser pour que ça puisse être bien pour tous, pour l'entreprise et pour la personne. Après, voilà, à la couple, il faut créer une cohésion aussi, une communication, bien sûr. Mais là, ça va un peu plus loin, c'est difficile à dire comme ça, c'est facile à dire, mais pour appliquer, C'est c'est pas la difficile même à chose, appliquer, c'est le oui. contraire. Donc, mais ça demande beaucoup de communication, de compréhension de partenaires aussi, pour qu'on puisse tous les deux être égaux, voilà, tous les deux travaillent, comment on se partage les tâches, comment on va arriver à vraiment à le faire ensemble. Mais ça demande aussi beaucoup de la confiance en soi. Donc la femme, avec toutes les charges mentales et aussi tout ce stress, ça touche sa confiance en elle, cette illégitimité, voilà, on parle toujours de le syndrome d'imposteur. Ah oui. Il y a chez tout le monde, hein, même les hommes, ils ont ça, mais nous, on a dans un niveau beaucoup plus élevé par rapport à la perception de la société. Donc, ça arrive souvent sous le stress encore plus. Donc, pour réagir, on a besoin d'un coup de pouce. Donc, on a besoin que l'entreprise, le partenaire soit présent, soit impliqué. Ok. On arrive bientôt, dans quelques minutes, à la fin de cette conversation, Daniela. Nous avons encore quelques minutes. Euh, je voudrais que nous donnions, là, grâce à vous, là, grâce à votre expertise, que vous donniez des conseils, votre analyse de la situation du marché de l'emploi en ce moment. Des millions de personnes ont perdu leurs emplois, hommes et femmes. Euh, D'abord, est-ce que les entreprises recrutent encore? Et si oui, quels sont les besoins de ces entreprises aujourd'hui? Comment se positionner lorsqu'on a perdu son emploi? Évidemment, vous allez me dire que ça dépend des secteurs, je comprends bien, mais de manière générale, quelles sont les compétences recherchées? Comment se positionner aujourd'hui lorsqu'on est un chercheur, une chercheuse d'emploi? Alors aujourd'hui, c'est un moment où les soft skills sont très forts recherchés. Parce que voilà, on va parler de la résilience, de l'adaptabilité, du niveau de flexibilité,
mais aussi des outils, comment on s'adapte à cette réalité virtuelle. Moi, j'irai plus loin, faut faire une recherche de marché avant qu'on se met à chercher là où vous habitez, le pays par rapport au pays, etc. On va regarder, je vais vous donner un exemple. Voilà, est-ce que le secteur agroalimentaire, il a souffert beaucoup moins, si on parle des grosses, des supermarchés, etc. C'est moi, je viens du secteur agroalimentaire, je veux chercher quelles sont les entreprises qui pouvaient embaucher dans ces moments-là, dans ce secteur. Pour arriver, pour se faire remarquer surtout, il faut créer un CV genuine. J'appelle ça, pour moi, le CV, c'est raconter sa histoire. Donc, travailler sur ses valeurs derrière, c'est très important pour être vraiment transparent avec vous-même dans la recherche. Donc, créer un CV structuré où les mots-clés sont liés à votre valeur, à ce que vous cherchez vraiment, vos expertises, vos compétences aussi des personnels, savoir-être, c'est très important aussi. Encore plus que le savoir-faire aujourd'hui. Travailler l'esprit entrepreneurial, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on s'adapte, on crée des choses, on fait des co-créations même en entreprise, des projets. Donc, cet esprit entrepreneurial, c'est très important de développer, aller plus loin, créer un CV qui parle au poste. Donc, faites la personnalisation, parce que chaque fois... pour Pérez, pour j'ai pas du temps. Une erreur que j'ai constatée moi aussi. On fait des CV passe-partout et évidemment qui manque complètement d'efficacité. Exactement. Il faut vraiment, chaque fois que vous envoyez un CV, rechercher la description de la job. Qu'est-ce que c'est qu'ils cherchent vraiment? Qu'est-ce que moi j'ai à apporter à cette entreprise, à leur industrie, à au poste aussi? Faites un CV orienté résultat, accomplissement, apprentissage plutôt que tâches, en fait. Le CV souvent il décrit que les tâches. Tu vois, moi je suis, je fais du management commercial. Je fais de la vente. Voilà, ça pour moi c'est une tâche. Je gère une équipe, oui, je gère une équipe de 10 personnes et on a fait évoluer les ventes de combien % cette année, avec quel type de clients vous avez géré, quel est le marché, s'il y a un marché international, mentionnez le marché international. Est-ce que vous faites aussi des bénévolats? Le bénévolat aussi, ça amène beaucoup d'expérience, surtout qui est jeune. Je travaille aussi avec les jeunes à l'école de commerce, mais aussi dans l'école assez tôt, pour les aider à booster avant d'arriver dans le marché. Donc, souvent, ils me disent « Ah, je n'ai pas d'expérience, voilà, qu'est-ce que je vais mettre dans mon CV ?» Moi, est-ce que vous avez fait des bénévolats? Quels sont les projets que vous avez fait avec l'université ou l'école dans votre communauté? Voilà, tout compte en fait. Mais il faut savoir aussi utiliser qu'est-ce que c'est relevant pour le poste que vous cherchez, comment faire ressortir ces compétences, savoir-être, le faire vraiment mettre en évidence. Donc là, c'est très important. Et après, voilà, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est mon outil principal de travail dans la création de contacts, mais aussi d'une façon authentique. Donc, c'est pas un réseau pour être commercial, c'est un réseau pour être genuine, en fait, pour créer de véritables connexions où on peut... pour le premier moment, oui, c'est online. Après, on peut faire un appel visio aujourd'hui, mais moi, souvent, quand je voyage, en temps hors Covid, je fais des rencontres aussi après. Tu vois, si je vais à Milan, à Londres pour le travail, j'essaie de rencontrer ces personnes-là. C'est un début des relations, des connexions
Et en plus, c'est un réseau aussi pour faire écouter sa voix, pour faire écouter aussi son opinion. Donc, plus on utilise ces réseaux d'une façon active, mais vraiment qui démontre ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a en tant que compétences et valeurs, voilà, c'est beaucoup plus intéressant à utiliser. Donc ça, c'est partie de ce que je pense que c'est peut être très important de créer des communautés, de trouver des alliés en ligne. Ça peut vous aider aussi à booster dans la recherche d'emploi, dans la création de contacts. Faire les gens savoir que vous cherchez aussi, c'est important, mais d'une façon authentique. Voilà, cherchez les personnes qui vous inspirent, cherchez à apprendre de l'autre aussi, comme on fait. Et bien sûr, approche créative dans la recherche et follow-up. Le plus courant, c'est que les gens ne font pas de follow-up, de suivi avec leur envoyé de CV. J'ai envoyé mon CV à 50 entreprises aujourd'hui, mais après 12 semaines, j'ai aucune réponse. Est-ce que vous avez renvoyé un email, vous cherchez le contact, cherchez des gens qui connaissent quelqu'un dans l'entreprise, cherchez toutes les solutions possibles. Après, il ne faut pas faire de stalking. C'est vraiment de faire un doux suivi. Après, si je n'ai pas de réponse, oui, je passe à l'autre. Mais soyez organisé aussi avec votre recherche. C'est pas facile, mais pour moi, c'est comme le développement de business, en fait. Moi, je suis un entrepreneur. Pour chercher un client, je dois envoyer des propositions. Sur 10, je vais avoir un qui va dire oui. Donc, c'est toujours une recherche, c'est voir l'ouverture du marché aussi à votre CV. Donc, il faut être persistante. Il faut penser à la solution plutôt qu'au problème. C'est comme ça que je vois le marché actuel, qui, je sais encore, c'est pas facile, mais c'est possible si on change le mindset dans la direction des croissances, d'être positive dans la recherche. Il ne faut pas dire qu'il crée des dénis à la difficulté et barrière, bien sûr que non, mais pensez plutôt à la solution que le problème va vous aider à créer des opportunités, des connexions qui pourraient peut-être être la solution à côté de vous. Merci, merci beaucoup, Daniela. Toute dernière question. Je suis certain que vous allez inspirer, vous allez inspirer les personnes qui regarderont cette entrevue. Comment adhérer à LinkedIn? Bon, à LinkedIn, voilà, déjà j'invite à lire le livre pour comprendre de quoi on parle. Mais c'est gratuit en fait. Sur linkedin.org, surtout je peux dire de Bordeaux pour participer à notre réseau. Sur linkedin.org, il faut chercher le réseau LinkedIn Bordeaux et nous contacter directement. Normalement, quand la personne fait la demande d'adhésion, nous demandons un peu plus d'informations sur eux. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous apportez au réseau aussi? Donc, c'est gratuit. Nous sommes toutes bénévoles, mais la participation active, l'engagement, est aussi très à côté de paiement, on va dire, dans le réseau. Il y a dans tout le monde, de toute façon. S'il n'y a pas, vous pouvez créer le vôtre, mais j'invite les gens qui ne connaissent pas le mouvement à lire le livre surtout. Voilà, en anglais, Lean Human Work and the Will to Lead. En français, En avant tout, les femmes, le pouvoir, le travail, le pouvoir, de Sheryl Sandberg. Donc, lire le livre, ça va être un premier pas. Et voilà, ensuite, c'est une très très belle façon de créer une communauté, de rejoindre une communauté. Voilà. Parfait. Alors, votre message a certainement été entendu par beaucoup. Merci une fois de plus. Merci infiniment, Daniela, d'avoir accepté cette conversation depuis Bordeaux, en France. Et nous vous retrouverons
prochainement avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Bertrand de cette invitation encore. Et bravo pour tout le travail que toi tu fais aussi dans l'éducation. C'était un Merci. plaisir de Donc, découvrir. merci Daniela. Alors, c'était Éduc Action ou l'éducation en action, une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Nous vous retrouvons tout prochainement pour un autre numéro, un autre invité ou une autre invitée avec autant de plaisir. À bientôt. À bientôt.